Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct. On va passer en revue les dernières nouvelles locales. Nous avons deux sujets très importants à discuter ce soir. Il s'agit du premier sujet, il s'agit de la visite du ministre des Affaires étrangères, Samar Shoukry, à Addis Abeba, pour assister au sommet africain. Deuxième sujet concerne les découvertes pétrolières en Égypte et le futur du développement durable dans le pays. Nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Dr Raouf Ghaffar, vous êtes expert en économie, bonsoir. Bonsoir. Alors on va commencer par notre premier sujet, il s'agit du ministre des Affaires étrangères Samar Shoukry qui participe à Addis Abeba à la 42e session du Conseil exécutif de l'Union africaine. Les questions prioritaires sur l'échiquier africain seront inclus dans l'ordre du jour de cette session du Conseil africain, entre autres le rapport des activités annuelles de l'Union et ses organes, l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ou la ZLECA. Sarah Al-Maghrabi nous donne les détails. Docteur Raouf Ghaffar, je rappelle que vous êtes expert en économie. Là, le continent africain vit une période très difficile après 3 ans de Covid-19 et ainsi que les répercussions de la guerre en Ukraine. Comment peut ces sessions ou bien ces réunions contribuer à alléger ces difficultés? Vous avez dit 3 ans des difficultés. Moi, je pense de 300 ans peut-être, avec l'occupation qui a vraiment massacré le continent. Mais en principe, certainement, maintenant, le continent africain, c'est le continent qu'on appelle jeune. Il est plein de richesses, il est plein de ressources et tout le monde regarde vers l'Afrique et ils savent certainement que l'avenir est là. Et c'est pour ça qu'il était temps pour les pays africains de se mettre ensemble. Et nous savons d'ailleurs qu'ils ont en tête de former une sorte d'Union africaine complète. Suivant l'exemple de l'Europe d'ici une quarantaine d'années, mais on doit commencer. Donc on a commencé déjà à se rapprocher, à se réconcilier. L'Égypte d'ailleurs a joué un rôle pour établir sécurité et paix, etc. dans certaines régions qui n'étaient pas très stables. Donc on pense et on sent que les choses bougent dans la bonne direction. Donc ils doivent, je parle des pays africains, se mettre ensemble de façon à ce que, premièrement, ils facilitent le contact les uns et les autres, le trafic les uns et les autres, sur le plan politique, commercial, économique et tout, pour essayer de former un front qui soit solide vis-à-vis tout le monde qui regarde. Nous avons vu d'ailleurs la Chine, qu'est-ce qu'elle fait en Afrique, l'Europe certainement, l'Amérique dernièrement, et puis la Russie, c'est-à-dire toutes les forces économiques internationales et mondiales et grandes, ils ont leurs yeux sur l'Afrique. C'est pour ça que l'Afrique doit se réunir et pour essayer de se mettre en, disons, tête à tête avec ce genre de... Moi, j'appelle ça une nouvelle occupation, que ce soit économique, politique, ça change, mais tout le monde veut avoir une partie de la richesse africaine. Donc, ce genre de réunion, ce genre de convention, ce genre de pourparlers est toujours très, très utile pour justement former un point de vue qui soit disons, pas identique, mais au moins proche d'un pays et l'autre, pour essayer de sortir des répercussions encore des guerres, de la guerre et de la Covid, et commencer la bonne voie de développement sur le plan africain global.
Vous venez de dire comme quoi l'Afrique, c'est le gâteau du monde maintenant. Oui. Tout le monde s'affronte ou bien comment on dit, est compétitif pour venir Oui. travailler Oui. avec l'Afrique ou en Afrique, etc. Comment le continent africain pourrait profiter de cette situation? Alors, on sait très bien les États-Unis, l'Europe ou bien l'Asie, représentée par les grandes puissances comme l'Inde et la Chine, ils veulent venir vraiment en Afrique. Alors, comment on pourra profiter au maximum, quoi? Bon, et le mécanisme allait comme suit. Les pays, les forces économiques, ils achetaient, importaient des pays africains leurs ressources minérales, pétrole, que ce soit cuivre, que ce soit fer, que ce soit tellement de ressources, matières premières, justement, et puis les transformer chez eux en produits finis, et puis les revendre, encore une fois, au marché africain. Ouais. Ce qui est franchement pas juste. À mon opinion, il faut se mettre d'accord, les pays africains les uns et les autres, de façon à ce que, premièrement, essayer d'utiliser leurs ressources d'une manière modérée et ne pas épuiser ces ressources. D'un côté, essayer d'importer des technologies, des investissements, certainement de ces pays, et former des joint ventures, former des partenariats d'une manière ou d'une autre pour ajouter une valeur à ces matières premières. Dans ce cas, c'est une situation gagnante, à mon opinion, oui, des deux côtés. Oui. C'est ça. Ouais. Mais au moins, le bénéfice de l'Afrique sera beaucoup plus. Ouais. C'est ce que je pense, et je pense que les dirigeants africains pensent de la même manière. Ce qui veut dire qu'il faut investir sur le continent, et d'ailleurs, bien sûr, les grands pays industrialisés ou bien riches, ils vont contribuer au développement du continent. Absolument. Premièrement, nous avons non seulement des ressources minérales, des ressources naturelles, etc., qui peuvent être exploitées et qui peuvent être développées, mais nous avons une ressource très redoutable, la ressource humaine. Nous avons 70% de la population africaine est jeune, et qui peuvent, ces jeunes gens peuvent être éduqués, peuvent être entraînés de manière à devenir non seulement des citoyens actifs, mais des travailleurs. Donc, ils peuvent ajouter, encore une fois, beaucoup de valeur aux produits, aux matières premières, en les transformant en produits semi-finis ou finis. Et dans ce cas, comme je dis et vous avez dit, c'est une situation gagnante de deux pays parce qu'on peut aboutir à un produit qui soit de bonnes spécifications et en même temps un prix affordable, un prix abordable, et ça va servir le monde entier. Oui. Là, si je prends le modèle de la Chine, c'est ce que d'ailleurs la Chine a fait à partir de 1979 avec la politique de l'ouverture et la réforme jusqu'à arriver là. Ils ont même appelé toutes les entreprises occidentales pour venir investir sur leur sol. Oui. Pourquoi l'Afrique ne fait pas ça, mais immédiatement? Ça va prendre... À l'époque, peut-être, c'était un peu différent. Je vais donner un exemple qui peut-être n'est pas très... en tous les cas, à l'époque, quand il y avait des restrictions sur monnaie, etc., on se rappelle que la Chine avait ouvert ses frontières à les devises extérieures pour venir sans aucune restriction, sans demander même d'où ces fonds venaient. L'essentiel, c'est que ces fonds soient investis dans la Chine. Peut-être ces jours-ci, on ne peut pas faire ça, mais il y a beaucoup d'institutions financières internationales qui peuvent aider là-dedans et qui peuvent offrir tout ce qu'il faut sur le plan financement, etc. Et il y a un autre avantage, je pense, il y a déjà des pays africains qui ont
certaines technologies qui peut être rendues disponibles aux autres pays, de façon à ce qu'on commence par nous-mêmes, comme on disait il y a quelques instants, s'intégrer de manière à se présenter au monde comme un bloc. C'est ça. L'Afrique, en total, vis-à-vis n'importe qui. Donc ça va rendre beaucoup de services à l'Afrique. Ouais. Et entre les pays, les uns et les autres, je pense qu'on peut commencer pas du carré numéro 1, mais au moins du carré numéro 5 ou 6. Ouais. Vous avez dit qu'on ne peut pas copier le modèle de la Chine parce que ce n'est pas le même système mondial aujourd'hui. Absolument. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a des restrictions sur le transfert d'argent. C'est ça, le transfert, etc., le marché noir, si on peut dire ça, c'est ça, blanchissement, etc. C'est différent. Ouais. Les conditions sont différentes. N'oublions pas que la Chine, elle avait toujours une population immense, donc ça représentait le 5e de la population mondiale. Oui. Maintenant, c'est complètement différent. Oui, et tout le monde souffre, donc il faut absolument, on ne peut pas s'isoler, il faut absolument coopérer avec quelqu'un, tendre la main à quelqu'un, faire un partenariat ici ou là pour qu'on puisse se développer et aider l'un et l'autre. Et suivre le système international. Absolument. Absolument. Bon, où en est, ma dernière question pour ce sujet, où en est concernant la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECA? Moi, je pense que l'Égypte joue un rôle important dans l'Afrique. Et nous sommes déjà, nous avons fait un retour vraiment formidable les dernières années vers l'Afrique. Et nous sommes en très bons termes sur le plan politique, sur le plan économique, avec presque tous les pays africains. Et donc, nous avons cet avantage de tendre la main à beaucoup de pays, offrir à ces pays nos connaissances, nos savoir-faire. Et nous avons vu d'ailleurs beaucoup de projets, infrastructures et autres, qui sont réalisés dans des pays africains avec une main-d'œuvre égyptienne. Et dans certains cas, un petit financement égyptien. Mais en principe, nous pouvons faire ça. Le plus les pays africains sont liés les uns les autres avec des genres de libre-échange, de libre trafic, exemption de taxes, etc., etc., et ça va rendre service aux deux côtés, à mon opinion. Oui, mais est-ce qu'on s'attend bientôt? Parce que c'était la décision de l'Égypte, quand l'Égypte présidait l'Union africaine, qu'on a lancé l'idée de la ZLECA. Est-ce qu'on s'attend à ce que ça sera mis en exercice ou bien comment on dit, mise en exercice, voilà, prochainement? Mise en place. Voilà. Oui, à mon opinion, on parle toujours quand l'Égypte était présidée l'Union africaine. Moi, je veux bien penser l'Égypte a une responsabilité envers l'Afrique. Donc, qu'elle soit à la tête de l'Union ou pas, elle doit performer ses activités et c'est ça. Alors, ça ne s'arrête pas avec la présidence qui s'est terminée, mais on voit que nous sommes là, nous aidons, même sans être demandés. On doit présenter tout ce qu'on a pour nos pays africains, arabes ou pas, mais africains en général. Nous avons, comme je viens de dire, des connaissances, des expériences dans beaucoup de domaines qui peuvent servir aux autres pays. Donc, on doit faire ça. Et c'est comme je dis, une responsabilité. Peut-être d'ici quelques années, on va représider. Mais on continue à travailler, quoi que ce soit notre position à la tête ou pas. On est toujours là et on toujours donne tous les aides qui sont demandées de nous. Alors, je passe à notre deuxième sujet. Il s'agit du groupe énergétique italien Eni,
qui a fait une nouvelle découverte de gaz dans un champ offshore égyptien en Méditerranée orientale, qui devrait être accélérée à la production via l'infrastructure existante. Dans un communiqué publié dimanche 15 janvier, la société indique que la nouvelle découverte est située dans le puits d'exploration Nerges 1. Les détails avec Sarah Al-Marak. Voilà beaucoup d'activités de la part de la société italienne énergétique Eni. Il y a quelques années, on a découvert la Zohr dans la Méditerranée. Oui. Et puis, le 15 janvier, on vient de révéler une nouvelle découverte et qui est située dans le puits d'exploration Nerges 1. Comment vous évaluez ces découvertes? C'est un trésor, c'est un cadeau de Dieu pour découvrir que cette zone est-méditerranéenne soit tellement riche en gaz. C'est vraiment, ça nous a, disons, transféré d'une place à une autre place entièrement. Et j'espère bien que on va découvrir encore plus de puits, encore plus de champs, de façon à ce que la quantité, espérons bien, double ou bien triple, de façon à ce que le rendement soit important. Déjà, ça commence et on doit ici vraiment rendre hommage à l'idée de construire les usines de liquéfaction. On a pensé vraiment à l'avenir à l'époque et c'était très intelligent parce que maintenant, encore une fois, avec ce qui arrive dans le monde et les crises de la guerre entre l'Ukraine et la diminution de quantité de gaz en provenance de la Russie envers l'Europe, nous a donné une occasion de participer avec un tout petit peu pour l'approvisionnement du gaz pour l'Europe. C'est beaucoup plus facile de liquéfier et puis de l'exporter en liquide que le faire en tuyauterie gazeuse. C'est pour ça que je dis que ces deux usines ont vraiment rendu un grand service à l'économie égyptienne. Donc, le fait qu'on a découvert ce gaz dans notre zone, premièrement, elle nous a rapprochés politiquement avec tous les pays de la même zone. Nous avons vu déjà exactement avec la Grèce, avec le Chypre, etc. Et puis, c'est devenu vraiment un hub très important pour le gaz pour le monde entier. Et j'espère que d'ici peut-être 1 an ou 2, il y aura beaucoup de peut-être tuyauterie, peut-être pipeline, etc. pour essayer d'augmenter la quantité de gaz envers les pays européens. Et ça a satisfait encore à la consommation locale et ça a rendu les prix un peu plus bas, disons, pour le citoyen normal, pour les industries, pour la production d'énergie, etc., etc. Bien que maintenant, il est beaucoup mieux, disons, bénéficier d'exporter le gaz que de l'utiliser localement. Mais en principe, nous espérons avoir une quantité assez grande pour nous suffire localement et pour l'exportation. On se rappelle là d'une réunion très importante qui a été tenue il n'y a pas longtemps entre la haute responsable de l'Union européenne et des ministres égyptiens et israéliens. Et on a signé un accord comme quoi Israël nous donne le gaz pour être liquéfié ici en Égypte et puis exporté vers l'Europe. Oui. Est-ce que vraiment, c'est un projet qui a rapporté bien de ressources pour l'Égypte? Absolument. Et comme je viens de dire, Israël n'a pas une usine pareille pour liquéfier.
Et Israël, elle exporte pas mal de gaz. Et c'est justement par l'entremise de cette usine que le gaz est liquéfié et puis il est transmis dans des bonbonnes, dans des grands, comment dire, pétroliers envers l'Europe. Certainement, ça participe à l'amélioration de notre économie, ça donne une valeur ajoutée au gaz israélien. Et puis, nous savons la relation entre Israël et l'Europe est toujours très proche. Donc, simplement l'inclusion de l'Égypte dans une phase, dans ces genres d'accords, ils rendent beaucoup de services et c'est très utile. Ça donne un poids pour l'Égypte. Absolument, très grand poids. Absolument, absolument. Est-ce qu'on s'attend à d'autres découvertes, à votre avis, puisqu'il y a beaucoup de sociétés étrangères pétrolières qui travaillent? Oui, on doit s'attendre à ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de pays, nous savons, qui se bagarrent pour essayer d'avoir le droit d'exploration dans des endroits à côté de nous. Mais oui, je suis certain et confiant qu'on va trouver d'autres puits et disons on va exploiter beaucoup plus la quantité qui existe et espérons bien que toute cette zone soit justement pleine de gaz et de pétrole. Ouais. Je vais vous poser une question qui a relation à notre premier sujet avec le deuxième sujet, c'est concernant l'Afrique. Il y a 2 pipelines qui sont en train d'être exécutées. Une pipeline qui passe du Nigeria, si je ne me trompe pas, qui va jusqu'en Algérie, et un autre jusqu'au Maroc, pour fournir du gaz vers l'Europe très bientôt. Comment peut-on vraiment exploiter et profiter de ces 2 pipelines pour enrichir le continent? Voilà, vous avez dit, il y a une production de ressources africaines qui va envers l'Europe. L'Europe a toujours besoin de ce genre de... Surtout avec le problème avec la Russie. Ouais. C'est ça, c'est ça. Et même si les choses se restaurent avec la Russie, il y aura toujours une demande qui croît chaque année. Donc, certainement, ça représente à continent africain, la pays est particulièrement du continent, un grand service, où les pays qui produisent, les pays ouest, dont les pipelines... Exactement. Oui. J'ai dit est. Ah, je m'excuse, ouest, ouest, certainement. Les pays par lesquels ces pipelines traversent, pays, si et puis ça va. Oui. Donc ça va aider beaucoup, certainement Maroc et Algérie, étant très près de l'Europe. Ça va couvrir une grande consommation dans cette zone européenne et ça va rendre service. De notre part, voilà, nous satisfaisons à quelques pays encore en Europe. Et c'est-à-dire, voilà, on parlait il y a quelques instants des ressources africaines qui doivent être exploitées de la meilleure manière. Et ça, c'est une chose vraiment parfaite. On explore, on trouve du pétrole ou du gaz, et puis simplement, on le dirige vers le pays de consommation. Exactement. Ouais. Et c'est parfait. Oui, si on parle de ce sujet, je crois que l'Algérie, quand même, a sauvé en quelque part l'Europe. Absolument. Cette année. Absolument. D'ailleurs, l'Algérie, je pense, sur le plan France et Espagne, un grand pourcentage de leur consommation en gaz vient de l'Algérie. Et l'Italie, bien sûr. Absolument, absolument, absolument. Et nous allons participer, je pense, d'une partie avec l'Italie, mais comme je dis, étant donné que la demande augmente en Europe, donc l'Algérie d'un côté et nous de l'autre, nous allons essayer d'exporter la quantité maximum. Oui. Bon, je passe à notre dernier sujet, et c'est pas loin.
c'est-à-dire l'Égypte a élaboré une stratégie pour développer l'énergie verte et les énergies renouvelables. Selon le porte-parole du ministère de l'Électricité et des Énergies renouvelables, le plan est d'augmenter la production d'énergie renouvelable afin qu'elle atteigne 42% du mix énergétique en Égypte jusqu'en 2035. Docteur Raouf Gafar, je rappelle que vous êtes expert en économie. Là, un sujet très important, c'est les énergies renouvelables. Expliquez-nous où on est en Égypte. Franchement, premièrement, on doit dire que nous avons détruit notre planète. Je ne parle pas d'Égypte, je parle de tout le monde. Oui, avec l'être humain. Exactement. Avec nos émissions de carburant, etc., et qui ont détruit déjà l'atmosphère. L'Égypte, sur le plan énergie renouvelable, a tout ce qu'il faut. Nous avons un soleil, à ne pas comparer, 365 jours par an. On parle toujours de Benben comme la station solaire la quatrième plus grande au monde. Moi, je pense que si on peut couvrir nos déserts avec des c'est ça. Et ça sera à non plus finir. Et on peut satisfaire... C'est trop cher, il faut dire quand même. C'est un peu cher, initialement, mais sur un long terme, ça devient très économique. Oui, c'est vrai. Et donc, nous avons ça. Nous avons maintenant, je peux dire, l'expérience avec Benben, comment gérer ce genre de station, etc. Et donc, moi, je pense que si on se met... Voilà, vous avez mentionné dans votre rapport hydrogène vert, propre, etc. Ça va. Mais sur le plan énergie solaire, ça peut être indéfini. C'est pour ça que l'Égypte est qualifiée pour être un centre de production d'énergie propre qui peut couvrir non seulement tous les besoins locaux, mais même exporter, si jamais. Et surtout que le monde maintenant se dirige vers tout électrique, c'est-à-dire même les véhicules. Maintenant, c'est électrique, etc., pour économiser et diminuer la consommation de carburant, etc. Et nous avons, je veux dire, maintenant l'expertise, nous avons l'expérience et nous avons l'infrastructure. Le soleil, naturel. C'est ça. Et à mon opinion, il y aurait beaucoup de partenaires qui seront très intéressés à venir nous tendre la main, offrir leur partenariat pour une production qui va leur servir à la fin du compte sur le plan énergie propre. C'est le futur et encore une fois, nous avons la chance de ce beau climat pour être une des forces très importantes dans la production de cette énergie. Il y a aussi les éoliennes. Oui, absolument. Vers la mer Rouge absolument, et tout, dans Zafarana voilà. et autres. Mais ce n'est pas sur le plan magnitude comme l'énergie solaire. Ça sera toujours un peu limité. Ça peut servir dans certains endroits, certainement, mais quand on parle de vraiment méga production, on peut parler facilement de l'énergie solaire comme la plus propre et la plus disponible dans un pays comme le nôtre. Au cours de la COP27 tenue en novembre dernier à Sharm el-Sheikh en Égypte, l'Égypte a transformé la ville de Sharm el-Sheikh en ville verte. Oui. Alors, comment faire ce modèle ou bien transférer ce modèle pour tout le pays? C'est faisable. C'est coûteux. C'est coûteux, oui, mais je veux dire, pour commencer, oui, maintenant nous avons peut-être une petite difficulté sur le plan financement, etc., mais ça va se dégager un jour ou l'autre. Mais on doit penser sérieusement à
disons, répéter ce modèle, comme Sharm el-Sheikh, dans des autres villes. On peut commencer par des villes petites, surtout que nous sommes maintenant dans le domaine de exécution et construction de nouvelles villes. Donc on peut répéter ce modèle dans d'autres villes et ça va venir. Toutes les nouvelles villes sont intelligentes. Plus ou moins, oui. Voilà. Mais je veux dire qu'une ville comme Sharm el-Sheikh, elle a grandi, mais on peut répéter ce modèle au Sinaï, dans 2 ou 3 autres villes. Et puis l'Égypte est étendue de manière à ce qu'on peut, encore une fois, faire la même chose dans beaucoup d'autres endroits. Il y a eu une expérience dans la ville d'Alexandrie, c'est de faire démarrer quelques 15 bus électriques. Oui. Pourquoi on n'a pas étendu cette expérience dans d'autres villes jusqu'à maintenant? Et peut-être, c'était une expérience, si jamais réussite, je suis sûr qu'elle va réussir. Oui. Vous savez, maintenant, même les Formule 1, les fameux concours, maintenant, c'est Formule I électrique. Ouais. Ça remplace maintenant, petit à petit, les véhicules à partir du carburant. Ouais. Et c'est ça, comme je viens de dire, c'est sain, c'est propre. Et sur le plan environnement, c'est meilleur. Sur le plan santé, c'est meilleur. Et on doit en profiter d'une manière ou d'une autre. Durant la COP27 aussi, l'Égypte a lancé une initiative concernant l'hydrogène vert avec la coopération de beaucoup de pays de la région. Alors, c'est quoi exactement ce projet? Parce que normalement, les experts parlent d'un grand gain. Certainement. Vous dites que l'énergie solaire est coûteuse, oui. L'hydrogène vert est un tout petit peu moins coûteux, mais c'est plus, disons, diversifié sur le plan application, etc. Beaucoup de monde vont dans cette direction. Nous avons commencé et ça va venir. C'est-à-dire toutes les nouvelles énergies propres et renouvelables, etc., c'est le futur. Et si jamais on ne commence pas aujourd'hui, on va être très loin et on ne pourra pas justement franchir cette distance. C'est exactement la phrase que la ministre de l'Environnement vient de dire au cours du lancement d'une voiture électrique il y a quelques jours. Voilà, si on ne commence pas aujourd'hui, alors on sera trop tard. Loin, c'est ça. 2035, on parle de 42% du mix énergétique en Égypte, que ce soit énergie renouvelable. C'est faisable. Absolument. Ouais. Et même plus. Moi, de nature optimiste, peut-être j'irai un tout petit peu plus haut que ça. C'est-à-dire 50%, disons. D'accord, on espère bien. Je vous remercie beaucoup, Dr Raouf Ghaffar. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Alors, vous avez bien expliqué, premièrement, c'est concernant les sessions de l'Union africaine qui se tiennent à Addis Abeba avec la participation de M. Samar Chokri. Et puis, en parlant d'une nouvelle découverte pétrolière par Eni dans la Méditerranée. Et puis, des énergies renouvelables. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Très bonne soirée. On se donne un rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.